Hello tout le monde, c'est votre bon Raf qui est de retour après un petit moment où je n'étais pas en live solo, en tout cas, puisque je continue bien sûr à officier chez les joueurs du dimanche assez souvent. Il se trouve que là, du coup, c'est aujourd'hui, demain et après-demain, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas d'émission chez ce bon Maxildan qui est en train, avec les autres membres du jury des As d'Or, de s'amuser à jouer à des jeux de société. Il faut croire qu'il y en a que ça amuse. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt sur le TCG, mais bon, évidemment, le jeu de société, ça reste quand même très très cool. On se revoit normalement sur la chaîne de Mac, je crois que ça va être jeudi soir pour du TCG. Il y a des chances qu'on fasse du Lorcana. Il faut que je négocie encore le fait qu'on puisse faire du Lorcana série 6 la veille au soir de la sortie officielle. Je vais voir où ça en est. Mais en tout cas, voilà, je reviens normalement jeudi soir chez lui. Et là, ça me laisse un petit peu de temps. Et bien pour revenir parmi vous sur cette chaîne et refaire le Blablacar, j'aime beaucoup cette petite nomenclature, ce petit nom du Blablacar, parce que le jeu de mots est exceptionnel et qu'on est là pour parler de cartes. Voilà, je suis pas beaucoup mieux. Voilà, moi j'ai été dans une web TV qui s'appelait Le Stream, voilà, ça fonctionnait comme ça. On explique précisément ce qu'on fait et c'est très bien. Bref, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas lancé de live perso comme je le disais, donc je vais rapidement faire un petit coucou à ceux qui sont là, et notamment à ceux qui m'ont offert des subs, ça régale. Hein. Je pense au Royaume de Keia. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ton sub, 8e mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Salut à LMBE, salut à Ivito, AMG, je passe par hasard et je vois un live, c'est fou ça. Salut à Marc, je pense que ça doit se lire comme ça. Merci à Leviagile pour ton 19e mois d'abonnement. Je crois que tu parles pas beaucoup dans le chat, mais en tout cas, tu restes, comment dire, un fidèle souscriveur. Je partais en mode le mot anglais, ça allait être chelou. Eh bien, merci beaucoup, plus d'un an et demi, ça fait très plaisir. Salut à Seb Alika, salut à Michael et salut à ASBH, ainsi qu'à Tur. Les gens arrivent au fur et à mesure. J'ai plein de choses à dire, voilà. Je vais essayer quand même de faire en sorte que cette émission dure pas trop longtemps. Donc ça, Bon, en tout cas, mon but était de dire, ok, je commence un petit peu tard. C'est pas grave. Maintenant, de toute façon, je fais ces formats comme ça, un petit peu au débeauté, je peux me permettre. J'ai quelques sujets là dont je voulais vous parler, notamment sur Star Wars. Il y a eu le premier ban sur Star Wars, on va en parler. Mes résultats donc aux avant-premières de Fondation, nouvelle édition de Magic. Est-ce que je suis allé au championnat? Il y avait un petit tournoi ce week-end de l'Orcana. Y suis-je allé ou pas? Plutôt pas, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et ce qui s'est passé là-bas. Et puis voilà, on va discuter un petit peu de ma life, mais surtout de cartes, bien sûr. Et comme ma life en ce moment est quand même plutôt à 80% composée de cartes, en vrai, tout va bien. Ça va très bien. Du Lorcana 7-6 de prévu, peut-être plus pour demain. Je vais voir. Salut à Gilles. On bosse un petit peu là, je vous dis, sur le TCG de foot. On a pas mal de choses à faire ces derniers temps, mais là, on va mettre les bouchées doubles. Le but est d'être présent à Cannes pour vous présenter ce jeu. Enfin, en tout cas, on essaiera de vous présenter le prototype de ce jeu, un jeu de cartes qu'on veut essayer de faire sur le monde du foot, mais qui se voudra très accessible. Donc voilà, le but c'est vraiment de répondre. Vraiment sur Altered, Star Wars notamment, l'Orcana ça va à peu près. Mais sur Altered et Star Wars, ce sont des très bons jeux, mais qui sont très exigeants. Et je pense que voilà, il manque peut-être une petite proposition de jeu de cartes qui permettrait de se mettre au jeu. L'Orcana fait ça pas trop mal, mais il y a quelques petites choses qui me chafouinent. Et puis surtout, je crée un peu mon propre truc avec l'ami Gilou qui m'a convié pour ça. Lui, il aimait bien le foot, donc je crois que la proposition de faire un TCG autour du foot, en tout cas, me stimulait. Je suis moins footeux que lui, mais clairement, ça me stimulait de me dire, ok, alors comment on va faire pour faire un jeu où on va pas détruire des cartes, quoi, puisque le but c'est que bon, sur le terrain, on va quand même rester à peu près, on va à peu près rester sur le terrain. Et bref, donc voilà, on se creuse un petit peu les méninges en ce moment pour ça. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais bientôt vous parler aussi d'un truc que je suis en train de faire sur Magic. Ça fait longtemps que je vous parle de mon Wadjik. Bon. Et en fait, le truc, c'est que ce Wadjik est particulier parce que j'affronte, d'ailleurs, je le vois demain, j'affronte un très bon joueur de Magic et donc on s'affronte Wadjik contre Wadjik. Et en fait, le 14 décembre, c'est, je crois que c'est un samedi,
On va aller à Play-in, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de soirée Play-in avec Max. Et donc je vais ramener des decks là-bas. Et bon, ça me trottait un petit peu dans la tête parce que le Wadji que je fais est moins accessible que ce que je pensais. Et puis j'avais envie de faire des decks à thème. Voilà, bref, je vous tease un petit peu, mais je vais pas tarder à vous faire une émission sur ça, où je vous parlerai un petit peu de mes Wadjik au pluriel. Voilà, c'est parce que peut-être que ça pourra en tout cas vous inciter à vous intéresser à Magic, parce que pour avoir refait des avant-premières là ce week-end, c'est cool Magic, mais vraiment cette barrière du mana, il y a vraiment ce côté très frustrant que maintenant qui n'existe plus dans les TCG modernes. Encore que j'ai testé Rise TCG, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que les ressources étaient dans le deck. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé depuis Pokémon. Et je trouve que c'est un défaut, quoi. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui est TCG, multi-TCG, etc. Mais j'ai quelques points que je vais aborder avec vous aujourd'hui, que je me suis mis de côté en onglet, voilà. Je vais un petit peu vous lire, et puis de toute façon si on n'a pas le temps de tout faire, c'est pas grave, puisque je compte bien revenir demain et normalement après-demain. Donc jeudi, il y a des chances que je sois chez Max. Encore qu'on va peut-être faire, on a peut-être maintenant, vous savez, avant chez Max on faisait en sorte de commencer les émissions à 20h. Eh bien il y a des chances que on les mette à 18h maintenant. Voilà, même le mercredi, bon mercredi de toute façon je suis pas là moi, et le jeudi. Et en fait, si jamais on fait l'émission à 18h, ça me permet d'enchaîner, de bouffer vite fait, et après de me casser pour faire une émission avec vous. Voilà. Et le but c'est de, sans forcément faire à chaque fois 22 minuit, essayer d'être présent en live, même si c'est une petite heure, voilà, même si j'ai pas grand chose à dire, le temps de toute façon que je dise bonjour à tout le monde, le temps qu'on parle un petit peu des différentes choses qui se passent sur la planète TCG, j'ai envie de dire, et bien voilà, ça va vite, et puis peut-être un jour le retour du gameplay sur certains jeux, je verrai. J'ai toujours avec moi les uniques d'Alterd qu'on m'a prêté, donc peut-être que je ferai un petit peu d'Alterd avec vous, et peut-être d'autres jeux bien sûr. Bon, alors revenons vite fait. Tiens, on va invoquer le blabla temporel pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ça j'ai vu. Un petit teaser de ton TCG pour quelqu'un qui peut pas aller à Cannes. Bon, en fait, je vais en parler au fur et à mesure, mais je pense que je ferai une émission précise sur, je dirais dans quelques semaines peut-être, ou quand on recevra les prototypes, peut-être donc début d'année prochaine. Voilà, j'en parlerai en long, en large, en travers avant Cannes, mais là je vous le tease juste, mais aussi parce qu'on est vraiment en plein dans la construction du truc, et donc pour l'instant pas vous dire un truc si c'est vrai un jour et faux le lendemain, même si on est de plus en plus raccord sur ce qu'on veut faire vraiment en termes notamment d'accessibilité, en termes de gameplay, bon voilà. Mais je vous en parlerai bien assez vite. Salut à The Gunart Online et merci pour le Prime, ça fait plaisir. 18 mois d'abonnement, un an et demi, ça nous rajeunit pas, merci beaucoup. Plus je vieillis, plus j'apprécie le mana de Magic. Ah ouais? Ah ouais, oui, il y a un truc qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Ok. Tu as fait un débrief de ton tournoi Alterne avec tes uniques, elles t'ont beaucoup aidé. Oui, je l'ai fait. Attends. Ah non, j'ai pas fait Alterne. Ah non, j'ai pas fait de débrief Alterne. Enfin, si, je l'ai fait, si, je l'ai fait un petit peu chez Max. Je l'ai fait un petit peu chez Max, mais c'est vrai que je l'ai pas fait ici. Est-ce qu'elles m'ont beaucoup aidé? Donc ouais, c'était tournoi Alterne la semaine dernière. On était 450 joueurs, je crois. Et en plus, j'ai pas eu le temps de faire un débrief. Enfin, j'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup plus sur X, parce que comme c'est du BO1 et que les games s'enchaînaient assez vite, ils étaient passés sur mêlée cette fois-ci, donc c'est vrai que ça allait plutôt vite. J'ai jamais eu. Enfin, au départ, j'ai essayé, puis après, j'ai pas pu. Mais en gros, je finis à 5 victoires, 4 défaites. Et est-ce que mes uniques ont servi? Pas vraiment, dans le sens où je les ai pas assez vus, quoi. C'est là où je me dis que bon, quand même, certaines uniques peuvent vraiment être très fortes, mais il faut l'avoir, il faut qu'elles se fassent pas gérer. Bon, il y a quand même moyen de tourner un petit peu autour, et en réalité, voilà. Moi, ce que je regrette actuellement à Alterne, c'est que, alors à moins que vous me prouviez l'inverse, je crois qu'il n'y a pas de gros tournois de prévus actuellement. Dites-moi si c'est le cas, notamment en région parisienne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les gros tournois, et
il me semble que là, il n'y a pas grand-chose de prévu dans les jours, mois à venir. J'aurais bien aimé faire un petit tournoi au moins avant la rotation. Mais, enfin la rotation, pas la rotation, la nouvelle édition, pardon, qui sera du coup le fin janvier. Mais que je sache, il n'y a pas de gros tournoi de prévu, donc c'est un petit peu dommage. Alors c'était pas un gros tournoi, mais on va un petit peu parler de Magic assez rapidement, juste revenir sur ma petite AP Fondation. Hop, attendez. Hop là. Car je fus à Play-in, voilà, souvent on a le droit en fait pour rien vous cacher, on a le droit de faire un tournoi gratuitement par mois chez Play-in. Voilà, donc on se fait plaisir. Moi je fais généralement les avant-premières Magic, et puis bah s'il n'y a pas d'avant-première Magic dans le mois, peut-être que je fais autre chose. Mais là ce qui est dommage, c'est que tout est un peu sorti en même temps. Il y a eu l'Orcana, il y a eu Star Wars. Bon, c'était un petit peu dommage, mais voilà, quitte à choisir. Les AP Magic, ça régale. D'ailleurs, j'avais conseillé à Petit Quick, qui maintenant donc, travaille chez Ravensburger, de dire mais vous devriez à Ravensburger mettre les avant-premières comment dire, mettre les avant-premières en avant-première, parce que c'est, enfin, je trouve qu'à Magic, ça fait 30 ans que ça existe. Enfin, je sais pas, j'étais pas là au tout début, mais vraiment, ça fait partie des petits événements sympas de découverte où c'est accessible, où c'est bonne ambiance, c'est très bien pour capter de nouveaux joueurs. Bref, franchement, c'est un truc que j'aime bien. En gros, c'est juste un paquet scellé, donc il faut que le jeu soit à peu près étudié pour le paquet scellé. Mais l'Orcana, disons que c'est pas le meilleur en paquet scellé, mais ça, je trouve que ça va. D'ailleurs, je ferai peut-être une AP chez Maxi. J'ai vu qu'il avait une boutique sur Paris, Maxi l'Orcana. Je me tâte à faire celle de ce week-end, le samedi, si jamais elle n'est pas pleine. Mais ouais, les petites avant-premières, je trouve ça cool. Ça permet de voir un petit peu les nouvelles cartes du set, sans avoir un tournoi qui pour le coup est trop compétitif, en mode voilà, on vient, on se bute. Moi, je crois que c'est un peu tout ou rien, quoi. J'aime bien les petites AP tranquilles avec 3 rondes pépouses. Et j'aime bien les tournois avec 500 joueurs et où on se bute à faire 10 rondes plus top 64 là. Enfin, voilà. Et en fait, les trucs entre me plaisent un petit peu moins. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour le dimanche, j'y reviendrai. Donc très rapidement, petite avant-première à Play-in, on ouvre 6 boosters, enfin un pack d'avant-première où il y a 6 boosters plus un petit pack promo. J'ai récupéré un petit simulacre solennel. Ça part sur un petit blanc vert des familles, j'aime beaucoup cette association de couleurs. Avant c'était pas du tout conseillé, quand j'ai commencé Magic, enfin peut-être il y a 20 ans on va dire, de partir sur du blanc-vert en scellé, parce que notamment il y avait quasiment rien pour gérer les bêtes adverses. Là en fait c'est un peu faux, j'ai eu pas mal de choses, ça c'est un petit peu avec le temps. Là maintenant le blanc gère très très bien les bêtes, le vert aussi pour pouvoir se battre, etc., comme avec cette carte là. Donc en réalité t'as des bonnes bêtes, des bons anti-bêtes, que demande le peuple. Bref, voilà. Donc en tout cas, c'était sympathique. Mince, j'ai mis de l'eau sur mes cartes. Voilà. Je ne vous refais pas tout le débrief parce que c'est assez simple. En gros, j'ai fait 3 petites rondes. On était une quarantaine de joueurs, je dirais quelque chose comme ça, mais à chaque fois c'est X rondes, enfin peu importe le nombre de joueurs. Voilà, je voulais savoir sur X si ça vous intéresse. Là, j'ai quand même eu chaud à cause de cette carte-là qui est horrible. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. C'est... ça m'a fait très mal au cul. Donc c'est la seule partie que j'ai perdue. Et sinon, j'ai pu tout gagner. Donc j'ai gagné mes 3 matchs en tout. Enfin mes 3 rondes. Et donc me voici à 3-0 avec... Alors je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais on a Leland qui maintenant en plus bosse vraiment pour Altered. Et on a Alvar de la chaîne Magic C'est Chic, je sais pas si vous connaissez, qui est une chaîne exceptionnelle sur le... Franchement, je ne tarie pas d'éloges sur cette chaîne, concernant notamment le lore de Magic. Ils font pas que ça, mais je sais que j'avais beaucoup suivi, ils font des sortes de podcasts sur le lore de Magic, c'est vraiment très cool. Et donc voilà, on était là, ils étaient aussi à 2-0, donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait, parce que moi, vraiment, la dernière game a été très expéditive, et je me suis barré juste après mon 2Z. Fondation, une édition sympathique, quelqu'un me pose la question, je crois. Voilà, un avis sur tes extensions pour commencer, j'ai joué qu'il y a quelques fois en commandeur. Donc pour commencer, c'est bien, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de cartes génériques qui ont, vous voyez, bon, c'est des cartes qui n'ont... Bon, là, en l'occurrence, il y a un thème un peu point de vie, mais encore que, même sans forcément... Même sans forcément avoir un thème point de vie, il y a un peu ce côté, c'est une bonne carte, quoi. Donc voilà, c'est des cartes voilà, un peu génériques, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1/+1, enfin
des rééditions de cartes qui fonctionnent pas trop mal, comme Simulax Solennel, etc. Donc pour commencer ou recommencer Magic, je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'elle va apporter pour le standard. Standard, j'essaie de m'y mettre un petit peu. J'ai fait, depuis cet été, là, je fais un petit peu de standard sur Magic Arena. Le standard étant les éditions, donc un format qui regroupe les 3 dernières années de Magic. Et je sais qu'ils veulent mettre vraiment le standard à l'honneur Wizard, puisque notamment à partir de l'année prochaine, eh bien même les éditions univers étendus, non, univers infini, pardon, que sont, là il va y avoir Final Fantasy en juin, il va y avoir Spider-Man en, je crois, août ou septembre, et seront légales, ce sont des éditions qui seront légales en standard. Alors qu'avant c'était pas le cas, Seigneur des Anneaux par exemple ou autre, c'était pas légal en standard. Donc ils veulent vraiment remettre ça au goût du jour. Je trouve que c'est cool parce que c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée. Et voilà, donc voilà pour Magic, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, depuis un petit moment maintenant, mais je vais vraiment mettre les bouchées doubles, je plébiscite le format qui s'appelle le Wagic, et qui permet de justement casser un peu la frustration des landes à Magic. J'ai un peu amélioré le concept avec mon pote, là ça fait quand même des mois et des mois qu'on teste un truc qui me plaît bien. Et là, je suis en train de l'importer sur d'autres decks. Bref, je vous en parlerai. Mais en tout cas, si vous aimez bien le principe de Magic, mais que les landes vous frustrent, et que ce qui vous frustre aussi, c'est que les decks coûtent un peu trop cher, j'ai un truc qui est vraiment très cool pour pouvoir pallier à ça. Et donc voilà, je vous en parlerai bientôt. Pour le moment, on retourne sur le blabla temporel. Donc ça c'est bon, Road to 2 Years, avec plaisir. Je trouve qu'un jeu compétitif qui se plie en un round n'a pas d'optique compétitive. Alors c'est faux, comment dire, je trouve que c'est assez faux parce qu'on a notamment, comment ça s'appelle, Yu-Gi-Oh! Qui, je trouve, reste quand même très compétitif. Par contre, je suis d'accord que... Ah, qui se plie en un round. Ah, pardon, je crois que c'était en un tour. Je voyais pas là. Okay. Le BO1. Alors, le BO1, ça, on peut en parler 2 secondes. Moi, c'est un truc que, à la base, je trouve est une hérésie. Hein. Quand tu viens de Magic BO3, le BO1, tu as l'impression que c'est horrible. Et en fait, petit à petit, à force d'y jouer, je trouve que c'est pas si mal. Alors voilà, je m'explique. Dans un premier temps, le BO1, là où vraiment j'en ai beaucoup fait à Magic, c'est sur Arena. Sur Magic Arena, on va dire le format officiel Magic Arena, c'est du BO1. Tu peux jouer aussi en BO3, c'est ce qu'on appelle traditionnel. Tu as une réserve, mais je trouve que c'est moins adapté. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je joue à Arena, comment je consomme Arena, et ben c'est justement en consommant, c'est justement en bouffant en même temps. J'aime bien, je me mets une petite vidéo sur mon écran qui est là, je me mets Arena sur l'écran qui est là, je bouffe en même temps, j'aime bien faire plein de trucs en même temps, et je me régale, dans les 2 sens du terme. Et en fait, lancer des games en BO1 évite justement les parties où, ah bah tiens, je rencontre un match-up qui est un peu mou, et en fait, bah, moi j'ai fini de manger depuis un quart d'heure là, mais je dois quand même finir mon match. Donc j'aime bien le principe de lancer des games comme ça, un peu à répétition, mais sur un laps de temps relativement court. Hein. C'est juste quand je bouffe. Je ferai pas ça toute la journée, ça me saoulerait. Donc voilà, déjà le BO1, je l'ai pas mal consommé comme ça. Et puis sur Altered, c'est particulier. Parce qu'en fait, sur Magic, il y a quand même beaucoup. Enfin, le fait d'être premier joueur est quand même avantageux la plupart du temps. Excusez-moi, j'ai mangé il n'y a pas longtemps. j'ai des petits renvois. Donc je disais quoi, ouais, sur Magic, donc le BO1 serait un petit peu frustrant parce que oui, tu peux avoir ah bah tiens, pas de chance, donc t'as commencé, t'es avantagé, t'as pas assez de land ou t'en as trop, tu te fais un peu avoir par la variance. Voilà. La variance fait que c'est mieux, la variance inhérente à Magic, je pense, fait que c'est mieux de partir sur du BO1. Par contre, sur Altered, où le fait de commencer, bah, c'est justement plutôt un défaut, mais peu importe. La différence entre le premier joueur et le deuxième joueur, c'est pour ça qu'il faut regarder, on s'en fout de savoir si c'est commencé, c'est bien ou pas. Et je pense pas si grande que ça, et notamment parce que ça change à chaque tour, etc. Et je trouve que la partie est suffisamment longue, intéressante et souvent serrée pour justifier le fait que ce soit qu'un BO1 et pas un BO3. Et franchement, je comprends beaucoup mieux. En plus, comme ça touche un petit peu, de loin, mais bon, un petit peu, au monde du jeu de société. Quand tu fais un tournoi de jeu de société, bon, j'en ai pas fait des masses, hein, mais souvent c'est du BO1. Enfin, tu fais une partie qui dure un peu longtemps, et puis après tu passes éventuellement la ronde d'après.
Donc ça me choque moins. Voilà. À partir du moment où l'écart entre les deux joueurs est assez réduit et que la variance dans les games l'est assez également, le fait de piocher 2 cartes par tour, le fait de souvent faire un peu ce que tu veux faire de toute façon. Il y a des parties qui vont peut-être moins bien se passer. Hein. Il y a des parties où tu vas toucher ton unique, des parties non. Mais je trouve que sur Altered, c'est très bien. Et l'avantage, et c'est déjà ce que j'avais vu sur le BO2 à Lorcana, qui a une sorte de truc entre les deux, le gros avantage d'un BO qui est moins que 3, c'est que les rondes, du coup, vont plus vite, sont plus denses, et à la fois, ça m'embête parce que j'ai pas pu faire de report, à la fois, je suis content de pouvoir enchaîner, en fait. De pouvoir enchaîner, on a fait un tournoi donc à 450 joueurs, donc la semaine dernière, en une seule, c'est pas possible de faire un tournoi, on va dire, viable de Magic à plus de 256 joueurs sur une seule journée. Ça représente trop, ça prend trop de rondes, après il faut un top, etc. Donc souvent quand c'est, ouais, même des fois à partir de 129, ça commence à être pénible, mais souvent c'est voilà, à partir de 157, donc à 256 plus, on a une ronde de plus normalement. Et donc, qu'est-ce que je disais? Toutes les puissances de 2, à chaque fois, tu rajoutes une ronde. Et, et donc, c'est vrai que le fait de faire, mais à Angers, c'était un 1000 joueurs, on a pu faire tenir ça en une journée, c'est quand même très pratique. T'as quand même l'impression, effectivement, de faire des matchs qui sont cool. T'as moins la frustration de « Ah, je suis pas sorti » ou « Ah, mon adversaire... » Enfin, oui, elle est moins grande. Voilà. Ce delta, c'est ça. Ce delta qu'il peut y avoir entre les deux joueurs quand ils commencent ou quand ils commencent pas, ou entre mon deck est sorti, mon deck est pas sorti, je trouve qu'il est moins grand à Alterne notamment. Et donc, s'il est moins grand, alors on peut garder le BO1, d'autant plus que, comme les games sont un peu plus longues, très souvent, tu arrives plutôt vers la fin de ton BO1, donc en fait, tu aurais le temps de faire un BO2 en une heure, un peu moins d'une heure, mais un BO3, ce serait quasiment impossible. Faire 3 games d'Alter en une heure, ce serait... Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Donc voilà, je pense que c'est très bien. Et même, ils avaient même hésité à faire... Ils n'étaient pas sûrs de faire un top 8 ou un top 16. Donc ils ont commencé en disant, bah voilà, vous êtes 450, on va faire du BO1, machin, et on va voir si ils utilisaient Melee cette fois-ci, et pas le truc qu'ils avaient utilisé la dernière fois. Et donc, on va voir si on espère faire un top 16, mais ça va dépendre en gros du temps que ça prend, quoi. Bon, tout le monde était à peu près ok, de toute façon, on n'a pas eu trop de choix. Et je suis arrivé peut-être ronde 7. Alors, ça se passe comment, tout ça, machin, je parle un peu avec leur gars. Bah, franchement, c'est bien, on a vraiment pas mal. On n'a pas trop perdu de temps, on va pouvoir faire un top 16. Donc, tu peux faire un 9 rondes top 16 dans la même journée, et ça, c'est vraiment très très plaisant. Voilà. Salut à toi, Valélis. Salut, petite question. Card Market est-il la référence pour connaître la valeur des cartes à unité ou y a-t-il un site en particulier? Oui, ça me semble très très... En fait, c'est du particulier à particulier, donc... Enfin, la plupart du temps. Donc en fait, c'est vraiment la valeur basse. C'est-à-dire que si jamais tu vois une carte qui a, je sais pas moi, à 10 centimes sur Card Market, enfin, tu prends le premier prix 10 centimes, c'est pas déconnant qu'une boutique te la vende 50 centimes par exemple. Parce que tu n'auras pas les frais de port, enfin, tu auras peut-être avoir les frais de port, mais en tout cas, c'est je pense, un très bon thermomètre d'un prix Card Market, mais c'est totalement normal si jamais tu veux acheter sur une boutique ou quoi que ce soit un peu plus cher. Que bah, du coup tu payes la boutique en question, la TVA, etc. Machin, ce que font pas tout le monde sur Card Market, puisque tu as aussi donc des professionnels, mais tu as aussi des particuliers. Bref, donc oui, c'est bien, mais voilà, sache juste que si tu vois qu'une carte est pas très chère, il faut toujours ajouter le fait que tu aies des frais de port. Et donc, si jamais tu dois faire un deal de particulier à particulier, alors tu peux prendre cette référence-là, mais voilà, sache que en tout cas, je crois que tu ne trouveras pas beaucoup plus bas en fait que le prix le plus bas Card Market. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas de TVA dessus. Et en fait, comme il y a beaucoup de gens sur Card Market, et bah, du coup, les prix sont un peu tassés vers le bas. Voilà. Je serais hyper curieux d'avoir ton avis sur mon TCG, ça se fera sûrement à l'occasion. Bah, alors nous, on propose avec Max et Marie maintenant des sessions de consulting
mais qui sont payantes, pour justement tester que ce soit des jeux de société, des TCG, etc. Mais bon, c'est un truc un peu, faut venir, ça prend 2-3 heures, etc. On décortique un petit peu tout ça. Donc ça, si jamais ça t'intéresse, il faut passer par contact@lesjoueursdudimanche.fr, c'est le mail des joueurs du dimanche. Mais si lors d'un événement X ou Y, je sais pas moi, ouais, je vais dire à Cannes, ouais. Comment dire, si jamais un jour tu me croises et que j'ai 15 minutes à tuer, avec grand plaisir, je te regarderai un petit peu ton TCG, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir du temps pour faire ça. Voilà. C'est pour ça qu'on fait du coup des sessions bien précises dans la semaine en termes de consulting. Perso, j'ai fait 3 pré-release fondation ce week-end. J'ai fait un total de 8 victoires, une défaite. Nice. 2 tournois à gagner, un tournoi fini, deuxième. Celui entre la tête, vive Boros. Ok. Je reçois mes secrets clairs Marvel demain normalement. Nice. Merci beaucoup à Grand Patin pour le sub, 3e mois d'abonnement. Ça régale. Bref, voilà pour Fondation, donc, qui est donc une édition particulière aussi parce que c'est la 3e fois qu'ils nous refont le coup des éditions de base. Donc au départ, il y avait alpha, bêta, machin, tout ça. Ensuite, tous les 2 ans, ils sortaient une édition de base. Donc on va dire, allez, à partir de 5e édition, ça a commencé à se faire tous les 2 ans, tu avais 5e édition, 2 ans après 6e, 7e, etc. Machin. Et puis ils ont arrêté à 10e édition, j'en avais déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus, en disant, bah, comme c'est que des rééditions de cartes, bah, du coup, il y a pas mal de gens qui passent complètement à côté parce qu'ils ont déjà les cartes, quoi. Donc ils avaient arrêté. Et alors, ceci dit, je crois qu'entre 10e édition et M10, il n'y a pas eu de... Je crois qu'il n'y a pas eu de pause. C'est juste qu'ils ont repensé les éditions de base en disant maintenant on va mettre 50% de nouvelles cartes. Comme ça, au moins les gens qui ont déjà les cartes pourront quand même être intéressés par l'édition. À Magic 2000, ils avaient fait Magic 2015 et après ils avaient fait... donc là ils en sortaient qu'une par an. Donc il y avait 2 trucs qui changeaient. Il y avait le fait que ce soit... maintenant il y avait des rééditions, des cartes nouvelles, en plus des rééditions. C'était à peu près 50%. Et le fait que c'était tous les ans. Et c'était vraiment l'édition de base, donc, on appelle Corset en anglais, et qui permettait notamment une entrée dans Magic qui était la plus simple possible parce que les cartes étaient en plus relativement simples. Puis ils ont fait Magic Origin qui était donc la dernière édition de base en disant oui, on va arrêter les éditions de base parce que c'est un peu le mec qui va commencer Magic un peu comment dire, dans l'année, quoi. Il prend pas l'édition de base, c'était tous les étés. Il prend un peu le train comme ça et du coup les gens comprennent pas trop la différence entre édition de base et édition classique. Donc ils avaient arrêté à ce qui aurait pu être Magic 2016 mais qui s'appelait Magic Origin. Merci beaucoup à Marc pour le Prime. Bah, écoute, ça me fait très plaisir de voir que tu me soutiens dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Donc, ensuite ils ont arrêté ça et ils ont repris, je crois que c'était à Magic 2019. Je crois que c'était Magic 2019. Ils ont repris en disant non mais quand même c'était pas mal, c'était une idée qui était cool, vas-y on reprend. Et puis ils ont fait jusqu'à Magic 2021 ou 22, je sais plus, M21. M22 ça n'existe pas, M21 je crois. Et puis là ils ont re-arrêté. Et là, ils repop en disant bonjour, on refait un truc avec des éditions, des rééditions et des nouvelles cartes qui s'appelle Fondation. Bon. Et donc ils refont un peu le truc. A priori, c'est donc une édition qui est censée être légale pour le standard, donc qui, je vous rappelle, sont les 3 dernières années de Magic, jusqu'en 2029, donc un truc qui est censé rester pendant longtemps. Et en plus, ils ont fait une com un peu en demi-teinte, parce que je sais pas si vous avez vu passer sur Insta et compagnie des vidéos qui étaient très mainstream, quoi. Ah, regardez, c'est cool de jouer à Magic, bon. Mais moi, je sais, pour avoir parlé un peu avec Leland, ils n'ont pas trop activé de nous, par exemple, avec Max ou moi-même, on n'a pas eu de truc particulier à faire sur l'édition. On a eu quelques produits pour les jours du dimanche, mais il n'y a pas eu d'activation de la part de Wizard, alors que c'était le cas sur Bloomborough, ça a été le cas un peu sur Desmond aussi, donc les dernières éditions. Bon, et c'est vrai que c'est un peu en demi-teinte, quoi. À la fois, et puis en plus ça sort là en novembre, donc c'est assez bizarre comme sortie d'édition. Donc bon, je sais pas trop sur quel pied danser. J'ai bien aimé faire l'avant-première. Il y a quelques cartes que je trouve cool. Est-ce que ça révolutionnera le standard? J'en sais rien, je pense pas. Et j'avais surtout hâte d'être l'année prochaine pour avoir toutes les nouveautés, parce qu'il y aura beaucoup donc de collaborations. C'était un petit peu trop d'ailleurs. Il parle de 3 éditions classiques, on va dire, et 3 éditions collab, donc avec donc des univers particuliers. Moi je suis content, j'adore Final Fantasy, Spider-Man ça me dérange pas, et je sais pas quelle sera la 3e, mais
En tout cas, c'est cool, mais c'est peut-être un peu too much. C'est un peu le problème qu'ils ont avec Wizard. Quand ils ont une idée qui est pas trop mal, ils en font trop. Ils en font trop et du coup, c'est un petit peu dommage. Ça a tendance un peu à écœurer les gens. C'était bien une petite collab par an, voire deux. Bon, pourquoi pas. Trois collabs qui sont plus égales en standard, c'est peut-être un peu too much, quoi. Et bon, on verra, on verra. Ça me dérange pas tant que ça parce que je trouve ils font bien le taf de faire des cartes qui à la base ne sont pas issues de l'univers dans Magic. En plus, c'est tout trouvé. C'est assez facile à justifier entre guillemets puisque Magic est un multivers et donc tu peux très bien faire des univers un peu partout. Ça a toujours été plutôt cool là-dessus, mais bon. Bref, et donc qu'est-ce que je disais? Donc ouais, Fondation, écoutez, c'est sympathique, mais je sais pas trop à quel point ça a été c'est une édition qui est réussie, quoi. Alors, chaque fois que du consulting, je suis Léo, l'auteur de Vaelis. Ah, j'ai fait une session avec vous en septembre. Vous avez fait beaucoup de sessions de ce type en tout. Mais carrément, carrément, carrément. Ah bah je ne savais pas. Ah, Vaelis, j'ai pu penser au nom. Eh bien, oui, on en a refait on en a refait une il n'y a pas longtemps. C'était il y a 3 semaines, je crois. C'était sympa. Et je crois que là, depuis cette année, on a dû en faire, enfin, depuis 2 mois, là, on a dû en faire, je dirais, 3 ou 4 des consultings. Ça va, quoi, de temps en temps. Il y avait un indice, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a pas dû me marquer, c'est ça. J'avoue que j'ai plus le nom en tête. Squeeze les vidéos avec les chats, trop drôle pour Fondation. Ouais, ouais, c'est drôle et à la fois, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop où ça va, quoi. Je sais pas trop où ça va. J'ai peur que Magic se perde un petit peu, alors que ça reste un. Enfin, à la base, après, ils font des vraies bonnes cartes et c'est cool et c'est toujours aussi sympa. Je rappelle que je rappelle que le système de jeu peut être un peu rebutant, notamment pour ceux qui viennent de l'Orcana Star Wars Altered. Tiens, mais c'est quoi on peut pas ancrer toutes les cartes. Bah non, c'est particulier. Bon, donc ça, c'est vrai que c'est un peu chelou, mais ça reste un excellent TCG. Bref, fin de la partie Magic. Allons sur l'Orcana rapidement, puisque donc, moi, le lendemain, non pas le lendemain, mais bref, ce dimanche-là, j'étais censé participer au festival du TCG, qui est on m'avait filé je l'ai plus du coup, on m'avait filé un petit flyer quand j'étais, je sais plus trop où, au Lorca Quest, je crois. Ce serait cool que tu viennes donc pas le royaume, mais au festival du TCG, qui était un petit festival vers Poissy, donc pas trop loin de chez moi, et qui proposait notamment un tournoi qui était un win des 23, c'est-à-dire que tu pouvais gagner un coffret des 23, qui sont à peu près 250-300 balles, donc à 64 joueurs. Je tombe, oh bah tiens, pourquoi pas, vas-y, c'est cool. Et en fait, la veille, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre un deck, mais il fallait que je le fasse un petit peu à l'arrache. Je savais qu'il y avait pas, que ça allait pas être complet. Je me disais, attends, c'est un petit tournoi, ça me hype moins que les gros tournois. Et en fait, ma tête est déjà un petit peu passée à autre chose en termes de l'Orcana. Pas le jeu en lui-même, mais la série 5. Là, la série 6 sort dans 4 jours. Je vous avoue que je suis un petit peu plus tourné là-dessus. Et puis bon voilà, j'ai fait une bonne perf au Lorca Quest et aussi quand même au Royaume TCG, donc j'étais plutôt content, mais voilà, j'étais pas trop dans un mood Lorcana à ce moment-là. Et mon deck n'était pas forcément fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je pompe une liste comme ça un peu au pif de style song, j'arrive demain et en plus j'étais un peu fatigué, bref. Je me suis dit je vais pas y aller, je pense que ce sera mieux, j'avais des trucs à faire, etc. Et je vais sur Twitter quand même le jour J, donc je préviens quand même, j'ai prévenu l'orga. Et je vois que c'était pas genre un petit tournoi. Enfin, c'était un petit tournoi, il y avait je crois 34 joueurs. Mais il y avait des monstres en fait. Il y avait des monstres au sens propre. Non, c'est-à-dire que donc c'est Rémi Fortier, un ancien joueur pro de Magic, Raclem évidemment, Maxi Lorcana, le boss et d'autres personnes de la team Inkless TCG que je salue au passage. Mais en fait, c'était à la fois un petit tournoi et à la fois avec, je pense, beaucoup de très haut niveau. Donc à la fois ça peut être cool, et à la fois moi qui serais allé, je veux dire, en mode pépouze, tiens, je teste un nouveau deck, etc. Ou bon, je prends une liste un peu au pif, je me serais sûrement fait laver. J'étais parti pour jouer Steel Song et il se trouve que la finale c'est Raclem versus, alors je ne sais pas trop qui, en finale miroir de Steel Song. Donc voilà. Mais en fait j'avais un peu l'impression que ouais,
Enfin, je crois que j'ai bien fait en tout cas de me reposer plutôt que d'aller me fumer là-bas. Je sais pas, j'étais pas en bonne condition et en plus, c'était pas genre un petit tournoi où tu peux gagner facilement l'argent quoi. Non, non, c'était vraiment, c'était un petit tournoi certes, mais où il y avait vraiment du gros niveau. Et pour ça, je préfère me focus par exemple sur. Alors attendez, c'est quoi? C'est le 26. Je crois que c'est le 20, pardon, 24 novembre. Le 24 novembre, il doit rester des places, je pense. Donc c'est dans pile 2 semaines. Vous voyez pas, mais voilà. Et là, pour le coup, il y a un tournoi alors que je dis pas de bêtises, au Vésinet. Donc c'est pareil, pas très très loin de la région parisienne. Enfin, c'est en région parisienne, quoi. Et là, pour le coup, ce sera une semaine après la sortie du 7-6. Et là, ce sera beaucoup plus stimulant pour moi. Donc c'est un plus gros tournoi, je crois qu'ils sont à 128 joueurs. Il y aura aussi, je pense, des très bons joueurs de l'Orcana, mais à la limite tant mieux, parce que ça permettra justement de se préparer pour les championnats d'Europe, en tout cas pour avoir cette connaissance un peu de la méta. Et justement, une méta qui a qu'une semaine, c'est trop bien, parce que tu peux tester des trucs un peu alambiqués qui peut-être vont marcher, pas marcher, enfin bref. Donc voilà, je suis assez chaud pour ça. Des monstres, pourtant je ne vois pas sur la photo. Salut Link Pretender, comment ça va? Ça va très bien et bravo pour ton top 8. Je t'ai vu partir en top 8 c'était où? C'était à Royaume TCG, c'est cool. C'est très cool. Bref, donc voilà, pour moi l'Orcana, donc on a Arclem qui a du coup gagné ce coffret. Oui, j'y serais allé pour me refaire battre par Arclem. C'était pas mon moment. C'est ça, c'était pas mon moment, c'était pas ma revanche. La revanche viendra un jour, c'est sûr, mais pas. Non, pas le week-end dernier. Non, pas ce week-end. Bref. Et alors, il y a un autre truc sur lequel je voulais parler, c'est Star Wars. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé suspension d'un leader. L'ami Boba Fett a été banni de ce que j'ai compris. Et ce que je vous propose, c'est de le lire. Enfin, je vais le lire parce que je le découvre. Alors, je l'ai découvert il y a quelques jours sur je sais plus quel réseau. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le garder pour mon petit Blablacar. Hop. Si je me mets comme ça va. Ouais, je monte. Ouais, on va ça. Donc je le découvre en même temps que vous, mais a priori, donc Boba a été banni. Alors même, et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que le timing, je sais qu'ils vont en parler, j'ai survolé rapidement. Ils vont parler du timing parce que c'est très bizarre de bannir un truc au moment où il y a la sortie d'une édition. Souvent, c'est genre un mois après, on s'aperçoit que c'est un peu la merde. Ce qu'ils auraient dû faire avec Bucky, c'est le bannir un mois après la sortie. Enfin, un mois. Ils sortent le 7-4, ils voient que c'est débile avec Diablo. Bon, alors, dans l'idéal, ils y pensent avant. Ils y pensent avant d'éditer Diablo. Ou même avant d'éditer Bucky. Mais bref. Donc généralement c'est milieu de méta quoi, début milieu de méta, mais pas le jour de la sortie quasiment. Je crois même que c'était le jour parce que c'est sorti le 8 novembre. Et donc, alors, ils ont peut-être fait des tests en interne, ils se sont dit, ah mince, mais en fait, c'est trop fort, même avec cette nouvelle édition, en tout cas, ça ne rebat pas les cartes. Et donc, bah, relou, parce que c'est vrai que des Boba, il y en avait quand même beaucoup trop en table finale, enfin bref, même dans les tournois. C'était un peu compliqué. Bonjour à tous. Danny Schaeffer, le concepteur en chef du jeu, nous fait une annonce importante concernant la légalité des cartes pour le format. Le format première, c'est leur format critique. À partir du 8 novembre, donc c'est vraiment le jour de la sortie de la 3ème édition. Boba Fett, récolte des primes, n'est plus jouable en format première. Alors on est bien d'accord que je ne dis pas de conneries, Boba Fett, récolte des primes, c'est bien... Attendez, je ne pas de bêtises. Star Wars... hop, non, c'est... Qu'est-ce que je fais comme bêtise, moi? Carte. Parce qu'il y a plusieurs Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett, récolte des primes. Donc c'est bien le leader, hein, évidemment. Je vous le montre pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Hop. Tac. Donc c'est un leader qui avait l'avantage d'avoir donc des couleurs plutôt intéressantes. En tout cas en ce moment le jaune et le noir étaient plutôt cool. Il y a beaucoup de mono jaune mais même associé avec d'autres couleurs. En fait on pouvait. Le problème c'est que c'était jouable en mono jaune, avec du rouge, avec du vert et je crois que même avec du bleu. Donc un peu relou. Et en fait, il a notamment cette puissance de sortir au tour 4, du coup, parce qu'on commence avec 2 ressources à Star Wars, et d'être assez solide, et en plus d'avoir une armure de Boba Fett qui était vraiment très, très, très pénible, et sa capacité permet d'accélérer un peu ses sorties, puisqu'on peut dégager des ressources.
Donc ça faisait quand même un peu beaucoup. Et en plus, c'est un deck mid-range. Et quand mid-range est fort, c'est un peu compliqué parce que bah, quand le contrôle est très fort, tu peux éventuellement avoir un truc très aggro qui peut le battre. Hein. On pense au bleu-rouge à l'Orcana, où du coup qui a beaucoup de mal contre le jaune-violet. Quand c'est inversement, quand c'est aggro qui est très fort, peut-être que mettre des mid-range qui justement peuvent temporiser, ça peut le faire. Donc il n'y a qu'un angle d'attaque à gérer, quoi. Là, c'est à la fois assez aggro, à la fois quand même un peu contrôle-gestion, et donc c'est un peu plus compliqué, je trouve, à gérer. Merci beaucoup à Ben pour le sub. Bref, toujours est-il que donc cette carte-là, ils l'ont... alors je vais garder ça au cas où. Ils l'ont banni, pourquoi? Une carte suspendue n'est plus légale et n'est donc plus autorisée lors d'événements au format première, que ce soit du jeu compétitif ou du jeu occasionnel, tant qu'elle est inscrite sur la liste des cartes suspendues. Nous ferons régulièrement le point, au moins une fois par set, pour échanger avec la communauté nos réflexions sur les métagames compétitifs et les évaluations concernant l'ajout ou le retrait de telle ou telle carte sur la liste des cartes suspendues. Bon, déjà, le postulat de départ est très bien. Le fait de dire on est à l'écoute, on fait gaffe et voilà, en tout cas, on prend en compte vos avis. C'est très bien. Je dirais juste que le fait de le faire au moins une fois par set, nous ferons régulièrement le point. Alors, ou là, c'est juste de dire on va faire un point metagame à chaque fois. Un petit article en disant bah voilà où ça en est, voilà machin. Donc ça peut être non, ça peut vraiment être cool. En tout cas, c'est très bien. Et les jeux, moi je me rappelle de Hearthstone au départ, qui faisait un peu la sourde oreille quand il y avait des... Parce qu'il y a forcément des cartes qui vont être un peu plus fortes que d'autres. Mais il faut voir à quel point c'est impactant. Là, on parle pas mal d'Altered, avec Robin des Bois notamment. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose ou pas? Est-ce que... Je crois pas que je vous dis, je crois pas qu'il y ait de gros tournois de prévus. Donc est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la série 2? Mais c'est vrai que là, en 2 gros tournois, on peut voir que Waru est trop fort en fait. Et c'est pas... C'est difficile en interne, avec même en faisant plein de games, de définir un format et de dire ok, bah ça c'est bon, là il est full équilibré, on va pouvoir y aller. Qu'il y ait des déséquilibres, c'est normal, j'allais dire. Ce qui est juste parfois un peu pénible, c'est quand la carte en elle-même, elle est designée, tu vois qu'il y a marqué dessus que ça va être buggé, ça c'est un peu chiant. C'est un peu le cas de Diablo en ce moment sur l'Orcana, ça peut être le cas de Flaversham, ou des trucs comme ça où tu dis mais c'est par rapport à tout le reste du jeu, c'est quand même vachement fort, quoi. Donc bah, ça peut créer des déséquilibres, ce qui peut être un peu pénible. Et je trouve que c'est bien de réagir. C'est bien de réagir et de se dire ok, on va pas attendre que les gens râlent trop. Alors il faut raison garder aussi, parce que quand une édition sort, quand un jeu sort, d'aucuns auraient tendance à faire des raccourcis un peu rapides en disant ah bon bah c'est bon, le format est résolu, c'est ça le meilleur. Il faut quand même laisser un petit peu de temps aux gens de trouver éventuellement le contre, etc. Ça peut arriver. Mais il faut voir si la carte n'est pas intrinsèquement trop fort et notamment intrinsèquement trop pénible. Pourquoi Flaversham et pas banni ou en tout cas nerfé? Ils auraient très bien pu le nerfer, à dire. D'ailleurs, il y a eu une petite histoire comme ça. De le nerfer à une seule carte piochée par tour, enfin en tout cas par activation. Et ça aurait été quand même... Alors, oui, je pense que c'est quand même pas trop mal. Le fait est que des cartes qui piochent, à la limite... Bon, vous allez me dire Diablo, c'est un mauvais exemple du coup. Mais le fait est que l'expérience, on va dire, Flaversham, elle est un peu pénible, mais ça va. Bon, le gars juste il a des objets, il fait du card avantage, très bien. Pareil pour le lapin à l'Orcana. Il pioche, très bien, il bounce, mais c'est un peu mou, et puis bon. Là, le fait d'avoir des effets qui sont disruptifs, qui sont pénibles pour l'adversaire, à savoir Bucky qui fait défausser un peu trop souvent, ou un Robin des Bois à Altered qui fait que tes cartes coûtent plus cher, alors que justement le but de ton jeu à Altered c'est de jouer un maximum de cartes, on va dire, pour résumer comme ça. C'est à la fois fort et pénible, c'est ça le truc. Quand c'est à la fois fort et pénible, c'est du coup doublement chiant, il n'y a pas de souci. Donc sur Boba, peut-être que ce qui les a plus embêtés, parce qu'en vrai c'est pas non plus ultra pénible, enfin c'est pas, hein, il t'empêche pas de jouer Boba, mais c'est vrai qu'il est très voire trop stable, et c'est vrai que le fait comme ça en plus, parce que en vrai quand on voit un format de jeu de Star Wars ou autre, on se dit que à chaque fois qu'ils éditent des cartes, techniquement ils bougent, ils font bouger le méta. Et donc,
retirer une carte, c'est pas non plus trop déconnant. Ce qui est juste un peu pénible avec le fait de retirer une carte, c'est que certains joueurs peuvent se sentir lésés de dire bah, j'ai monté toute la liste, j'ai acheté telle carte à... En plus, Star Wars, ça peut coûter très cher, vu qu'il y a eu, un problème de disponibilité. Et au final... bah, je dois tout revendre, ou en tout cas, ça a perdu la moitié de sa valeur au moins. Et bon. Là, ce qui est bien, c'est qu'en bannissant un leader, ils bannissent. Et en plus, le Boba, c'est pas un archétype qui est très prononcé, dans le sens où il sera peut-être remplacé. J'ai quelqu'un a dit dans le chat, il se fait remplacer par Django ou je sais pas quoi. Voilà ça. Enfin, mais il y a Django qui sévit déjà, voilà ça. C'est marrant d'ailleurs de voir que si Boba s'en va, il y a Django qui prend la relève. Parce que ils vont pas totalement détruire un archétype qui ne reposait que sur Boba. Boba, à la base, c'est surtout là parce que c'est cool, ça permet d'avoir un petit peu plus de ressources. Et éventuellement, il y avait l'armure qui faisait 2-3 trucs. Mais c'est des jeux qui seront de la même couleur avec à peu près le même thème, il y en aura. Bon, déjà, ça c'est cool. Bref, je parle beaucoup. On va essayer de lire jusqu'au bout. Donc une carte suspendue n'est plus légale, nanana. Okay, très bien. Donc à partir du 8 novembre, le leader Boba Fett du set Étincelle Rébellion ne sera plus une carte légale. Elle n'est donc plus autorisée lors des événements au format première, mais reste légale pour jouer au format Twin Sun, Draft et Scellé. Très bien. C'est une décision majeure et nous savons qu'elle va susciter de nombreuses interrogations. Ci-dessous, je vais faire de mon mieux en tant que représentant de notre équipe de conception et de développement pour répondre à un maximum de questions, expliquer les raisons qui nous ont poussés à prendre cette décision et ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre à l'avenir. Très bien. Pourquoi maintenant? Pour moi, parce que le pourquoi Boba, je l'ai compris. Hein. J'ai fait quelques temps à Star Wars. Mais le pourquoi maintenant, c'est, je trouve, la question qui m'interroge le plus. Suspendre une carte n'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est vrai. Jusqu'à présent, notre position était de laisser le metagame évoluer de lui-même, en sachant que l'arrivée de nouveaux sets et l'augmentation du nombre de cartes permettraient des changements continus. C'est ça. Souvent, tu serres un peu les fesses. Tu dis, bon, allez, ok, la carte elle est un peu forte, mais vas-y, prochaine édition, ça se trouve, ça va rebattre les cartes, justement. Mais la prédominance des decks Boba Fett est trop importante pour être ignorée. Nous nous efforçons de faire en sorte que tout le monde puisse jouer dans un environnement équitable et convivial sur un pied d'égalité, mais le leader Boba Fett va à l'encontre de ses valeurs fondamentales. On a pu voir lors de la première vague de Planetary Qualifier, donc c'est vraiment le moment, j'en ai fait un à Paris, là, où il y avait les tournois, on va dire, les plus compétitifs. Donc c'est vraiment là où tu peux voir, tu regardes un peu les top 8, tu regardes un peu les gagnants, et tu vois que ouais, y a beaucoup trop de Boba en l'occurrence. Une surreprésentation des decks Boba Fett chez environ 40% des joueurs du top 8 et chez plus de 55% des vainqueurs. Oui, il y a un problème. C'est bien au-delà de la limite acceptable pour un leader. Jouer dans ces conditions lors d'événements premières devient si difficile qu'il nous faut agir rapidement. Ok. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme avec Bucky, c'est trop tôt et trop tard, un petit peu. Bah, d'ailleurs, en vrai, je dis ça, mais Bucky l'avait nerfé à la sortie d'une édition. Ça me fait bizarre, ça me fait toujours bizarre. Dans un premier temps, nous nous sommes demandé si cela valait la peine d'attendre la sortie de... Donc voilà, très bien. La sortie donc de la 3ème édition, pour voir si le metagame pouvait changer et contrer la suprématie de Boba Fett. Nous avons finalement conclu qu'il valait mieux intervenir dès maintenant. Dans une certaine mesure, l'arrivée du nouveau set va secouer le metagame, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela suffira pour détrôner Boba Fett. Il est trop risqué de laisser encore passer plusieurs mois de jeu au format première, je dis première, ça se dit en anglais j'imagine, avec un tel niveau de domination des decks Boba. Agir maintenant permettra aux joueurs de construire des decks donc du set 3 et de se préparer pour la prochaine saison des Planetary Qualifiers en sachant que le spectre de Boba Fett ne planera plus au-dessus de leur tête. L'équipe a eu de longues discussions sur la forme que devait prendre cette action, mais nous avons finalement décidé que la suspension était le meilleur choix. Cette décision est facile à comprendre. Elle est opportune en ce sens que nous pouvons prendre des mesures immédiates lorsque des problèmes surviennent. Elle est précise en ce sens qu'elle nous permet de ne cibler que les cartes les plus problématiques sans dommages collatéraux. Nous sommes convaincus que la suspension nous permet de résoudre directement les problèmes du metagame d'une manière efficace et peu gênante par rapport à d'autres options. Bien que nous ayons également fortement envisagé une interdiction permanente pure et simple, nous pensons que la suspension reflète mieux notre philosophie. Même si le dire Boba Fett est clairement trop fort aujourd'hui, nous examinerons dans le futur s'il peut revenir dans le metagame. Oui, alors ça, c'est un peu particulier. Ok, en fait, je ne voyais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Suspension, c'est... T'as un carton jaune au rugby, quoi. C'est... allez hop, tu vas dehors pendant 10 minutes. Enfin, tu vas dehors, tu sors du terrain. Pendant 10 minutes, et puis après, on verra si... Enfin, en l'occurrence, au bout de 10 minutes, tu reviens. Non. Bref, en gros, s'il essaie de vendre, c'est la suspension temporaire. Mais ça, à la limite, je trouve que toute banlist, toute carte dans une banlist
est techniquement voué à être temporaire. Moi, j'ai fait partie du comité de la banlist du Duel Commander à l'époque, et mon but était de dire que si jamais il y avait des cartes qui nous paraissaient moins problématiques qu'avant dans la banlist, il fallait les réintégrer. On avait réintégré certains trucs. Il y avait on avait réintégré Flash, je crois, et du coup, on avait dû le bannir, le rebannir quelques temps plus tard. Mais je trouve que c'est moins déconnant d'essayer des trucs et de revenir en disant ok, d'accord, on a voulu essayer, c'est un peu trop fort, que de laisser des choses pourrir dans la banlist et d'avoir une banlist longue comme le bras, alors qu'en fait, il y a des trucs où tu dis ouais, mais ça, franchement, de nos jours, ça va quoi. Je sais pas s'il y a toujours Nat dans la banlist, mais je me rappelle qu'on avait eu cette discussion à l'époque de dire putain, Nat c'est un général pour 4 mana, c'est un peu le bout du monde quoi, et je pense pas que ce soit si fort que ça à l'heure actuelle. C'est une 2 pour 4 qui avait un effet chiant certes, mais voilà. Il y avait une personne dans le comité qui était en mode oh, quand même, moi une fois je me suis pris Nat tour 2 et vraiment c'était pas drôle. Bon. Mais si c'est pas suffisamment compétitif, je pas trop l'intérêt. Toujours est-il que donc là ils disent oh mais oui c'est qu'une suspension, vous inquiétez pas, il va sûrement revenir. Oui d'accord, mais enfin tu dis on le banne et puis peut-être qu'il reviendra. Alors peut-être que par là ils entendent la différence entre ça et le fait d'érater une carte. Ce qui pour moi est le pire truc. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'Orcana, parce que bon, allez, on va mettre ça sur le compte que c'est leur premier TCG. Érater une carte, ça n'a rien de bien. Effectivement, bah du coup, enfin si, érater une carte, ça fonctionne très très bien sur un jeu en ligne. Il n'y a pas de problème. Tu dis ah finalement c'est pas ça, c'est ça. Sur Marvel Snap il le faisait très bien. C'était comme si on avait de nouvelles cartes à chaque fois. Bon, il y avait des fois ça prenait trop de temps ou des fois pas assez. Bon, il y a aussi des défauts, mais au moins sur un jeu en ligne, tu dis je change un bout de code et hop ta carte elle coûte plus 2, elle coûte 3 et très bien. Sur un jeu physique, c'est très compliqué d'avoir une carte où il y a marqué un truc et en fait c'est pas ce qui a marqué. C'est pour moi vraiment dramatique. Et effectivement, je l'avais pas forcément trop vu sous cet angle-là, mais s'ils avaient par exemple banni Bucky, ils auraient pu dire, au lieu de le nerfer par 3 fois pour le rendre totalement injouable, parce que vraiment, ça n'a pas de sens, s'ils avaient banni Bucky, on aurait pu prétendre éventuellement que bah, le jour où par exemple ils s'aperçoivent que c'est finalement Diablo le problème, ils bannent Diablo, ils remettent Bucky. Et là, éventuellement, ça peut refaire sens. Donc c'est vrai que, en tout cas, si c'est ça qu'ils ont voulu dire à ce niveau-là, décidément, je crois que c'est plutôt bien. Je tiens à aborder brièvement les alternatives dont nous avons discuté, car je sais que les joueurs peuvent s'interroger à ce sujet. Ah bah, ouais, parfait. Enfin, je suis en train enfin, bref. Nous avons fermement rejeté l'idée d'errata pour brider la force. Par exemple, modifier son coût, ses statistiques. Dans un jeu de cartes, c'est un réel problème d'avoir une carte qui ne fasse pas ce qui est écrit dessus. Je vous jure, je ne l'ai pas lu. Surtout pour les nouveaux joueurs ou les joueurs plus occasionnels. Nous avons également envisagé l'idée de faire une liste de cartes restreintes, limitant la possibilité de jouer certaines cartes sans les rendre totalement illégales. Donc ça, c'est ce qui se passe notamment à Yu-Gi-Oh! Mais à Magic, il y a le Vintage, le type 1, où tu peux jouer toutes les cartes, quasiment. Sauf qu'il y a certaines cartes qui sont restreintes. Bon, le fait est que là, c'est un leader, donc c'est un peu compliqué. Mais par exemple, sur un personnage, tu peux très bien dire bah, le Boba Fett ou l'armure de Boba Fett, on peut en jouer qu'un seul. C'est plutôt pesé, je trouve, comme décision, mais ça n'empêche pas le fait que bah, le jour où il l'a, il t'en plafonne. Donc évidemment, c'est moins régulier, mais ça peut toujours créer de la frustration. Nous avons également envisagé l'idée de faire une liste de cartes récentes, ça c'est bon, mais une telle liste serait significativement plus longue et plus complexe qu'une liste de cartes suspendues. On rencontrerait la difficulté à la faire fonctionner correctement avec les leaders et les bases. Et probablement, cela ne réglerait pas le problème de domination de certaines cartes. Nous sommes également interrogés sur le concept de mise à la retraite des leaders. Ah oui, le principe de... c'est très bien qu'il parle de ça. Ça, c'est le principe à Flesh and Blood. C'est ok, il y a tel leader qui est trop fort, qui est trop joué. Au bout d'un certain moment, hop, on va directement le mettre à la retraite, si tu veux. Il est un peu banni automatiquement. Et tu peux jouer que dans un format qui comprend toutes les cartes bannies. Je trouve ça... Je sais que Max était plutôt... Ou la plupart des gens de Flesh and Blood sont plutôt ok avec ça. Parce qu'il peut y avoir un leader qui va être très fort à un moment donné, et puis qui va se faire surpasser. Et peut-être que là, le premier leader qui est parti à la retraite, je sais pas, 3-4 ans après le début du jeu, bah en fait, tu le remets maintenant, il est... Alors, évidemment, s'il est plus jeu du tout, ça change pas grand-chose. Mais s'il est juste, de nouveau, bien, mais pas buggé, pas trop fort, s'il est, je sais pas, tier 2, bah en vrai, pourquoi pas le laisser. Donc, bon.
Donc ça, donc il conseille à bannir un leader uniquement après qu'il a atteint un certain seuil de victoire ou de bons résultats lors d'événements compétitifs. Mais ce concept nous a finalement déplu, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il manque de rapidité. Alors c'est vrai que du coup, tout le temps où le leader surperf, et en plus les mecs sont en mode, mais du coup là il va bientôt être banni, il va bientôt être à la retraite. Du coup je vais pas forcément acheter le truc, donc je vais plus dans les tournois tant qu'il est pas à la retraite. Donc c'est pas, je trouve pas ça soit très bien non plus. Ça on en est où? Donc raison de rapidité effectivement. Cela n'a fait que les leaders, ce qui signifie que nous pourrions avoir aussi besoin d'une liste de cartes bannies ou suspendues pour résoudre les problèmes provoqués par des cartons leaders, c'est vrai. Et enfin, cela serait redondant avec les objectifs recherchés par notre système de rotation prévu pour le format première. Ah, ils en parlent déjà. Nous en parlerons plus en détail dans les prochains mois. Ah ouais, d'accord. Ils parlent déjà du système de rotation. Comme on a parlé du standard tout à l'heure pour Magic. Ce serait un peu le cas, donc de dire, c'était le cas aussi sur Hearthstone. Hearthstone, pendant un moment, il y avait, c'est toujours le cas maintenant, mais c'est vraiment que j'ai pas joué à Hearthstone. Je crois que quand Hearthstone a eu peut-être 3 ans, je dirais, ils ont dit, bon ok, on va faire en sorte que les 2 dernières années restent standards, quoi, et que après, donc t'es 2 formats. T'es un format avec tout dedans, et un format avec uniquement les cartes les plus récentes, quoi. C'est très bien, notamment pour... la rotation permet d'avoir des changements de metagame un peu intéressants. Et la rotation permet de faire en sorte que les nouveaux joueurs ne sont pas trop lésés et ne se disent pas « Oh là là, mais j'ai X années de retard ». Puis en plus, ils sont contents, les éditeurs, parce que du coup, les rotations permettent de faire vendre plus de cartes. Tout le monde est content. En parlant de rotation, un autre facteur qui nous a permis d'envisager sereinement cette suspension est le fait de savoir qu'une carte suspendue pour le format premier reste valide pour les autres formats de jeu. Vous pouvez encore utiliser Boba Fett en tant que leader pour jouer en twin. C'est vrai que si jamais tu fais si tu fais un errata, si tu changes la carte, techniquement elle change pour tout. Là au moins tu peux dire elle est bannie que dans ce format. Je suis d'accord avec 100% des choses qui disent pour l'instant. Nous avions prévu dès le début de conserver un format compétitif sans rotation, quand la première rotation du format première deviendrait active. Format sans rotation dans lequel Boba Fett sera donc jouable. Et bien sûr, vous pourrez toujours la jouer entre amis en dehors des événements officiels. Ok. Mais alors du coup, ça me dit pas trop le pourquoi maintenant. Enfin, pourquoi préciser... si, ils ont quand même répondu sur le fait que... Je pense qu'ils ont testé et ils ont vu que c'était trop fort. Et je crois qu'ils préfèrent se dire... Bon, ce leader, c'est bon, Là où c'est un peu particulier par rapport à l'Orcana, c'est que c'est sur un leader. Et donc, il est remplaçable, le leader, assez facilement. Sur une carte que tu joues en x3 ou x4, bon, ça dépend des jeux, avec peut-être des stratégies qui sont liées à cette carte-là, voilà. Le fait que ce soit un leader, c'est un peu particulier. Ça fait quelque chose où tu te dis, ok, on va juste couper la tête de ce leader. On sait que les leaders qu'on sort sont pas spécialement, on a testé un petit peu, c'est pas spécialement en tout cas ils vont pas forcément faire trembler Boba par défaut. On a testé un petit peu le metagame. On se dit que clairement Boba va revenir autant dès la sortie. Avoir, oui justement, nouveau paradigme quoi, de ok vous pouvez faire le deck que vous voulez mais sans ce truc là qui était censé être trop fort. Ok, je comprends. Donc pourquoi lui? Nos discussions ont porté sur un certain nombre de cartes qui devraient ou pas être suspendues. Le leader Boba Fett est très fort, mais de nombreuses cartes puissantes, elles aussi, le renforcent grandement, c'est vrai. L'archétype infamie commandant ruse, alors infamie c'est noir, commandement c'est rouge, non? Russe c'est jaune, on est d'accord. Et commandement c'est bleu. Alors je sais plus. Vert. Merci. Je suis pas trop. Parlez-moi en termes de couleur, hein. Ça sera mieux. Bref. Donc c'est le noir, jaune, vert. Ok. Rassemble la plupart des cartes mid-range les plus puissantes du jeu. Et Boba Fett a également accès à des synergies spécifiques grâce au Fire Spray de Fett, donc c'est le vaisseau qui permettait de, notamment si on contrôle un truc Boba Fett, d'être plus fort. Ou l'armure de Boba, j'en ai parlé un petit peu aussi. Il y a eu des discussions sérieuses au sujet de la suspension de certaines combinaisons de ces autres cartes afin de permettre au leader Boba Fett de rester légal. Donc c'est soit on bannit Boba Fett, soit on bannit les trucs qui font que Boba Fett est plus fort. Ce qui fait sens. En fin de compte, nous sommes focalisés sur le leader Boba Fett lui-même. Il est d'une puissance aberrante. Le mot est fort, mais puissance exacerbée par le fait que c'est un leader. Cette puissance aberrante, ça fait vraiment aveu d'échec, quoi. Ça fait, on s'est peut-être planté dans ses stats. C'est peut-être un peu trop fort. Les leaders ont, alors que bon, c'est un bon leader, mais enfin, c'est pas... aberrante, ça aurait été s'il avait été 8-8, quoi. Bon.
Les leaders ont un poids particulier dans le jeu parce qu'ils définissent les archétypes de jeu, parce que vous avez la garantie d'y accéder au cours de la partie, et parce que chaque deck ne peut avoir qu'un seul leader. La combinaison des statistiques et des capacités de Boba Fett s'est avérée trop forte pour un leader ayant un coût de déploiement de 5. Ok, ça c'est plus mesuré comme phrase, vous voyez ce que je veux dire. En étant bien devant les autres leaders qui se déploient en milieu de partie. Boba a exclu à lui seul de nombreuses options et possibilités de jeu et restreint la diversité du metagame. Il existe plein d'événements et d'unités redoutables dans le jeu qui peuvent s'intégrer dans de nombreux archétypes de leaders et cohabiter avec d'autres cartes puissantes dans un même deck. Boba Fett étant tellement au-dessus du lot, cela empêche les autres leaders de milieu de partie, en particulier ceux qui utilisent les affinités Ruse, commandement, infamie, donc donc c'est ce que je viens de dire, noir, vert et jaune, d'être viable. Quelles que soient les cartes que vous choisirez de retirer ou d'intégrer dans cette deck au fur et à mesure de la sortie des sets, utiliser Boba Fett comme leader resterait l'option la plus optimale. Ouais. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu qu'il y avait un Cat Bane. Cat Bane qui est ruse infamie, là, donc qui est noir-jaune. J'aime bien les decks un peu à thème et tout. Je me suis dit, ah tiens, ça peut être cool de faire le truc de pègre, machin. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on dirait un mauvais Boba. Enfin, overall, si je veux faire cet archétype et notamment ses couleurs, pourquoi pas juste prendre Boba, quoi, ce sera beaucoup plus simple. Et effectivement, donc c'est vrai que ça limite des options, je suis d'accord. Quelles que soient les cartes que vous choisirez, de retirer ou d'intégrer dans cette deck au fur et à mesure de la sortie des sets, utiliser Boba Fett comme leader restera l'option la plus optimale. Okay. La suspension de cartes qui viennent en soutien au leader Boba Fett aurait pu permettre à des decks Boba de continuer à exister en étant plus équilibrés. Ouais. Mais dans ce cas, il aurait fallu suspendre plusieurs cartes et peut-être continuer continuer d'en suspendre plus tard pour maintenir l'équilibre des archétypes Boba Fett. En même temps, c'est là où on voit que du coup ça a été traduit par un humain. Parce que c'est vrai que ça fait pas trop. Je trouve que la traduction est à peu près ok, ça fait pas trop ChatGPT quoi. Mais bon, il y a une grosse faute, mais c'est pas grave. Nous savons déjà que Boba Fett est suffisamment adaptable et puissant pour disposer de plusieurs archétypes qui conduisent à la victoire lors des compétitions. Les 4 couleurs de base étaient représentées parmi les top 8 des Planetary Qualifiers. Ça c'est vrai. Ah oui, donc oui, ça, le fait que les 4 couleurs... oui. Boba Fett étant déjà un archétype de premier plan dans le metagame d'étincelle de rébellion, cela renforce l'idée que c'est bien Boba Fett lui-même qui est le principal problème. Seulement retirer des cartes qui s'intègrent à son type de jeu risquait de continuer à maintenir les decks Boba au premier plan au détriment des autres decks. Ok. Nous sommes bien conscients que de nombreux joueurs apprécient le style de jeu des decks Boba Fett et que ces decks ont joué un rôle important dans le metagame, en particulier pour rencontrer des leaders agressifs comme Sabine Wren. Oh, c'est moi! C'est moi. Je vais peut-être revenir avec Sabine maintenant que les Bobas sont partis. Nous sommes convaincus que d'autres leaders peuvent prendre la place de Boba Fett avec des configurations de milieu de partie similaires de le mid-game. En proposant cette façon de jouer et ce contrôle d'une méta de matière toujours puissante, mais sans exagération de puissance. Nous croyons également que la suspension de Boba Fett et l'arrivée des nouvelles cartes crépusculaires de la République ouvriront des opportunités pour de nouveaux leaders archétypes. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors, pour l'instant, leur communication est très bien. Elle est peut-être un poil trop longue. Genre, il y a des trucs où, bon, j'aurais peut-être fait un truc un peu plus digeste. Je préfère en avoir trop que pas assez, attention. Mais bon, on dirait que c'est là. On dirait qu'on fait un bilan sur la fin du monde. Quoi. Comment sommes-nous arrivés là? Eh oui. Eh bien, au départ, il y avait les... il y avait les poissons. Alors, je commencerai par énoncer l'évidence. Le leader Boba Fett est une erreur de développement. Ça assume. J'aime. Nous avions su à l'époque que nous savons... Alors, si nous avions su à l'époque ce que nous savons aujourd'hui, nous ne l'aurions jamais imprimé avec cette combinaison de capacités, statistiques et coûts de déploiement. Ok, intéressant. Je suis sûr que s'il avait possibilité de le nerfer, il aurait peut-être mis à 6, genre. Un de plus, c'était pas trop déconnant. Il arrive un tour plus tard, ça change pas mal de choses. Je suis sûr que beaucoup de personnes se demandent comment une telle erreur de conception est possible. Je ferai de mon mieux pour vous donner un aperçu du processus de développement, de la façon dont nous cherchons à nous améliorer. C'est bien. Le développement d'Étincelle de Rébellion a été une période d'incertitude maximale, alors que nous avons maintenant établi des bases de référence pour fixer des capacités et des statistiques en fonction du coût à payer. Pour ce premier set, nous n'avions pas de référence auquel nous comparer. Oui, c'est vrai, ils ont piffé un peu le premier set. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que les leaders qu'on voit récemment, je trouve en tout cas, sont un peu décevants. Parce que comme ils ont fait des trucs un peu trop forts au départ, maintenant ils sont tous un peu décevants les trucs. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas tiré un peu vers le... Juste ils auraient dû peut-être faire des leaders un peu plus forts. Et comme ça aurait compensé le fait que Boba était fort. J'aurais plus fait ça moi que mettre des leaders un peu moyens / nuls en disant bon on va retirer les bons. Si on va retirer les bons, vous vous battrez avec des mauvais. Enfin bon, je caricature.
Ce processus a impliqué de nombreuses itérations, oui, car nous cherchions à obtenir les valeurs optimales pour créer un gameplay amusant et convaincant. Pendant une longue période de test, nous avions plusieurs leaders qui étaient plus en adéquation avec ce qui est devenu Boba Fett. Imaginez un Dark Vador 5-10, un Luke Skywalker 4-9 ou une Sabine 2-7. 2-7, je signe. J'ai une 2-5 actuellement, Sabine. 2-7, je suis content. Dans cet environnement de jeu, Boba Fett était beaucoup moins aberrant, c'est vrai, en termes de puissance, et en réalité, il avait même des résultats plutôt moyens. Bah oui, oui, non mais ça en fait, il n'est pas extrêmement impressionnant en termes de... Son pouvoir est cool, mais c'est pas, c'est effectivement ça, ces stats qui doivent être un peu buggés. Mais moi, une Sabine 2-7, je suis à tous les gens. Au fur et à mesure des tests, de nombreux autres leaders ont été affaiblis et rééquilibrés, et bien que Boba ait également subi des ajustements, il était plus fort avant, il a conservé des valeurs relativement élevées. Il y a eu un grand débat au sujet du leader Boba Fett à la fin du processus de développement, compte tenu de ses statistiques exceptionnellement élevées par rapport à son coût de déploiement. En fin de compte, il a été décidé de conserver une version puissante de lui, étant donné que nous n'avions pas décelé de preuves de sa surpuissance lors de nos tests. Oui, il paye pas de mine, je suis d'accord qu'il paye pas de mine. Tu connais pas trop le jeu, t'es en mode ok, bon. Tiens, c'est lui, c'est pour ça que quand ils ont parlé de trucs aberrants, t'es en mode bon, ça va. Ok. Donc, d'autres leaders repoussaient également l'ennemi de différentes façons. Sabine Wren et l'Empereur Palpatine aux extrêmes de la courbe des coups. Et oui, parce que Sabine, je crois, ouais, t'es après la seule, non, avec Kylo, à se déployer à 4 ressources. C'est qui fait qu'elle est forte notamment. Plus que son pouvoir en vrai. Voilà. Hera Syndulla ignorant les restrictions d'affinité, même IG88 qui inflige une plus grande quantité de dégâts que d'autres leaders ayant un coût de déploiement de 5, mais Boba Fett a fini par être le leader avec lequel nous sommes allés trop loin. Avec plus de 7 à notre actif, et maintenant que nous avons pu observer le metagame se développer dans le monde réel, nous avons une bien meilleure idée des points de comparaison pour nos cartes. Même lors de nos tests internes, au moment où nous développions le crépuscule de la République, nous avions convenu que Boba Fett avait probablement été poussé trop loin et que nous devions équilibrer les nouveaux leaders en conséquence. À l'avenir, nous continuerons de créer des cartes puissantes, passionnantes et amusantes, mais nous le ferons en comprenant de mieux en mieux là où il faut être prudent. Il serait naïf de dire que nous n'aurons plus jamais de leader surpuissant comme Boba Fett. Ne jamais faire d'erreur signifie ne jamais faire d'erreur signifie ne jamais prendre de risques, ça. Mais nous avons beaucoup appris de lui. Très bien. À quoi s'attendre à l'avenir? On dirait un programme politique. Nous continuerons à surveiller le metagame et nous nous efforcerons de fournir des mises à jour régulières sur ce que nous aurons observé. Oui, il y a encore une petite faute, mais c'est pas grave. Notre prochaine mise à jour aura lieu en mars 2025 et nous continuerons ainsi au cours des mois suivants. Donc mars 2025, mise à jour. Okay. Ces mises à jour comprendront une évaluation des cartes inscrites sur la liste suspendue. Alors si mars 2025, c'est pas anodin, ça doit être la sortie de la 4ème édition. Vu qu'il y a 3 éditions par an à Star Wars et pas 4, comme à l'Organa. Et que c'était sorti en mars, donc en fait ça fait mars, juillet je crois, novembre, mars, voilà. Ça fait à chaque fois des cycles comme ça de 4 mois. Nous continuerons ainsi au cours des mois suivants. Ces mises à jour comprendront une évaluation des cartes inscrites sur la liste suspendue, si elles peuvent être retirées ou si d'autres cartes doivent y être ajoutées. Nous ne prévoyons pas de souvent suspendre des cartes, sauf si une situation vraiment intenable se présentait à nouveau. Nous examinerons surtout ce qui est dominant dans la metagame, en particulier les listes des decks des top 8 et les vainqueurs du jeu compétitif, pour déterminer quand agir. Nous évaluerons également le temps qu'un deck a passé au sommet du classement et serons plus disposés à agir si un deck a été dominant pendant une longue période. Nous pouvons également prendre en compte des considérations relatives à la mécanique de jeu, par exemple si un deck gagne grâce à un combo de type boucle infinie, avec lequel il est difficile d'interagir ou qui déstabilise trop le cours de la partie. Nous serons clairs dans notre communication sur les moments où s'appliqueront ces restrictions et ce qui sera prévu pour les saisons compétitives et sorties des sets. J'ai bientôt fini là ou... Ouais, c'est bon. En suspendant le leader Boba. Nous sommes bien conscients que d'autres cartes et decks mettent eux aussi la pression sur le metagame en ce moment, par exemple Sabine Wren et le laboratoire de conversion d'énergie. C'est moi. J'étais la tête juste en dessous de Boba. Effectivement, c'est un deck qui est fort. C'est de quoi je parle. D'après nos discussions en interne et nos tests de jeu, nous attendons à ce que ces decks soient solides mais équilibrés dans le metagame qui va se développer avec la sortie du Crépuscule de la République. Alors moi, de ce que j'ai vu, enfin, j'ai rapidement passé en revue notamment tout ce qui était les rares et les légendaires là. J'ai pas vu de trucs qui m'excitaient trop pour Sabine. Sabine, dans le côté agressif / rebelle, j'ai pas vu grand chose. Donc peut-être qu'ils ont augmenté d'autres archétypes, mais Sabine, je crois, pas eu grand chose. Malheureusement. Pas malheureusement et heureusement, j'ai pas du tout envie que Sabine devienne le nouveau tier 1. Je veux que ce soit. Enfin, j'aimerais que ce soit un deck qui fonctionne, mais qui soit pas non plus cancer, comme on dit, ou tu vois que ça, quoi.
Ces archétypes agressifs se hissent au sommet, nous sommes convaincus que les joueurs ont les outils pour les contrer efficacement. Oui, c'est ça aussi. Comme je le disais, le fait que ce soit midrange, c'était un peu plus compliqué peut-être. Il existe déjà un certain nombre de decks puissants qui peuvent être ajustés pour avoir de bons résultats contre les stratégies agressives. Ouais, je prends des cartes bleues qui font gagner des lives, etc. C'est relou. Nous attendons également à voir d'importants bouleversements du metagame avec la sortie des sets à venir. Passage en vitesse lumière et légende de la force. Oh là là, c'est déjà le nom des prochains sets. Mais bien sûr, nous continuerons à surveiller le metagame pour nous assurer qu'il corresponde à nos attentes. Merci d'avoir pris le temps de lire cette longue explication, c'est vrai que c'était un peu long. Et j'espère avoir pu répondre à la plupart de vos questions concernant cette suspension. Nous nous engageons à écouter nos fans, n'hésitez donc pas à nous dire ce que vous ressentez et à participer aux échanges avec la communauté. J'ai hâte de voir ce que les joueurs vont mettre dans leur deck avec ce départ du leader Boba Fett et l'arrivée d'un nouveau set. Très bien. Eh ben, je vais d'abord vous lire et après vous aurez mes avis, même si vous les avez plus ou moins eus. En cours de lecture. Hop, on va se faire un petit chat du passé. Du coup, j'en étais... Oh, désolé Ben, j'ai pas vu ton sub. En plus, ça fait 9 mois. On a un enfant ensemble. Désolé Ben, j'espère que tu es encore là. Et merci pour ton sub. J'ai dû être concentré sur ma lecture. Il y a aussi les cartes qui prennent de la value avec la sortie de nouvelles cartes comme Bucky qui n'étaient pas spécialement fortes au départ. C'est vrai. Il a tout Boba. Il sort à 5. C'est un 4, 7. Il a l'armure Fire Spray. Il est fort en rouge, bleu, vert, etc. D'accord. Surtout qu'il était jouable dans plusieurs couleurs et tout aussi fort. Ok. Quand on voit que personne ne s'en plaint sur les réseaux du ban, c'est dire l'exaspération. Ouais. Il n'y a pas de ouais, au secours. C'est vrai. Souvent, de toute façon, quand tu fais un truc, tu vas forcément faire plaisir à certains et pas plaisir à d'autres. Mais là, je crois qu'il y avait un petit consensus pour dire que bon, Boba, c'est bien gentil, mais... Hein. Quitte à ce que ça change la méta, autant le bannir en même temps que le nouveau set. C'est dommage pour les précédents tournois, mais c'est le moyen le plus smooth de le bannir. J'essaie de me mettre à leur place et de me dire, ok, quel aurait été le meilleur moment pour bannir Boba? Parce que c'est vrai que les Planetary Qualifiers ont pas aidé. Si tu le bannis en plein Planetary Qualifier, c'est pas fou. Je pense que le mieux c'est... Après peut-être que c'est ce qu'ils vont faire du coup à partir de l'année prochaine. Bah, c'est ce qui se passe à Magic. Enfin, ce qui se passait à Magic. Je sais pas trop où on est Magic actuellement en termes de ban et compagnie, mais à l'époque c'était... Tu sors une édition. Déjà, il y avait moins d'éditions. Il y avait une édition tous les 3 mois, c'était quand même plus clair. Mais là, c'est encore mieux, parce que c'est une édition tous les 4 mois. Tu fais un tournoi ultra compétitif, avec des gros lots et tout, à, je sais pas, 2-3 semaines de la sortie. Et en fonction des résultats de ça, tu dis, ok, là, il y a les meilleurs joueurs de la planète qui sont... planète ou la région, enfin bref. Ou alors t'en fais un en Europe, un aux États-Unis, j'en sais rien. Mais tu vois, tu fais une sorte de gros truc où tu dis, bah là, on va tester la nouvelle méta, machin. Et si tu vois que c'est effectivement débile, parce qu'il y a trop d'un truc et voilà, et bien là, tu prends une décision, mais genre, la semaine d'après, quoi. Tu dis, ok, on a vu ça, on a fait les stats, machin, tout ça, effectivement, il y a trop de trucs. Très bien. On revient dans une semaine. Et tu le dis au gars, bah voilà, il y aura 2 semaines après la sortie, un gros tournoi. Et une semaine après ce tournoi, des bans qui peuvent tomber. En fonction du tournoi, ou en fonction des... Même pas forcément du tournoi, mais comment dire, des appréciations qu'il y a eu, quoi. Des impressions, je veux dire. Et ensuite, tu fais tes plus petits tournois, on va dire, donc des Planetary Qualifiers, je sais pas, un mois plus tard. Quand la méta est quand même déjà... Donc les gens, en fait, les gens casual ou qui n'ont pas forcément le temps de se buter, etc., bah, ils vont suivre avec intérêt le gros tournoi, que ce soit en y allant ou de chez eux ou en live, quoi. Puis voir ce qui se passe en termes de ban et compagnie. Puis, hop, ils peuvent après builder avec un format qui est censé être un peu plus sain. Voilà, je pense que c'est un truc comme ça que je ferais. Et c'est à peu près ce que faisait Magic hein, pendant un moment. C'était, tu avais un Pro Tour, donc là où tu avais les meilleurs joueurs de Magic qui se butaient c'était peut-être 2 semaines après la sortie, et encore, 1 semaine ou 2 semaines après la sortie. Ils définissent un méta. De ce méta, tu peux éventuellement prendre des décisions pour dire attends, on va ajuster un peu les choses. Je suis tout à fait d'accord avec leur laïus de dire que le ban, enfin la suspension comme ils disent,
est le plus est le meilleur choix. Juste tu dis. En plus, là, moi, je vous dis là où c'est un peu particulier, c'est que c'est un leader. Mais l'errata sur un jeu carton, ça n'aurait jamais existé. Et, euh, et, et le fait de dire, bah, on le banne pour l'instant, peut-être qu'il reviendra, peut-être dans un autre format, peut-être machin, bah oui, pour moi, c'est l'idéal. C'est tout ou rien. Voilà. Yu-Gi-Oh! Ça fonctionne pas mal, l'errata, c'est pas si gênant. Non, mais Yu-Gi-Oh! Peut-être que mon rire était un petit peu condescendant, je m'en excuse. Yu-Gi-Oh! Entre les bans qui arrivent, tu sais pas trop quand, entre les textes qui du coup veulent plus dire grand chose par rapport au truc de base, enfin, je ne rejette pas Yu-Gi-Oh! En bloc, et il y a des choses qui sont cool dans Yu-Gi-Oh! Mais vraiment sur ça, je trouve que c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Peut-être que tu es tellement habitué à des décisions de Konami qui sont un peu particulières que tu dis, bon, les ratas, ça va en fait. Ça va, c'est tranquille. Non, ce Yu-Gi-Oh! Fait pas trop mal, je trouve, mais bon, parce que Yu-Gi-Oh! A un énorme pool de cartes, donc forcément ils doivent ajuster. C'est avec la limitation. Quand t'as un gros pool de cartes, je trouve que la limitation est pas déconnante. Quand t'as un là, et ça fait 3 éditions, bon, autant bannir direct plutôt que de dire, bon, et encore une fois, c'est un leader, donc c'est particulier. Donc, mais sur les cartes, autant faire le tout ou rien, c'est plus clair. Et puis c'est plus clair, au moins, l'avantage du tout ou rien quand même, c'est que t'as pas à vérifier que ton adversaire en joue bien qu'une seule, tu vois, et qu'il en a deux dans son deck. Bon, on dira les triches, il y en a d'autres, mais au moins c'est voilà, il l'a pas et puis basta. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce que en format carton, si je dois faire mon TCG, enfin, on est bien parti pour, et que il sort et qu'il y a une méta qui est trop forte, je pense qu'il faut agir vite. Enfin, se laisser un petit peu le temps de voir hein, éventuellement comment ça fonctionne, mais en tout cas, si jamais on voit que c'est beaucoup trop fort, agir vite, ça c'est vrai. Et effectivement, le fait de dire juste ces cartes-là, finito, en tout cas dans tel format, pour le moment, je trouve que c'est l'idéal. Alterd pourrait faire des errata avec la réimpression on demande. C'est vrai, pour l'instant que la réimpression on demande ne fonctionne pas, ça marche pas. Mais tu as raison. Demain, si Robin des Bois, parce que il dit dans les milieux autorisés que ce serait pas impossible que ce soit ça le bail, perd par exemple son statut de bureaucrate, tu peux très bien dire, à partir de maintenant, quand on imprime un Robin, il est plus bureaucrate, il est, je sais pas, noble. Sur Altered, c'est un peu particulier parce que c'est un peu les deux. Mais bon. Salut à Camolescro. Alors comme est bonne, oui, je suis d'accord. Oui ou Django, ils étaient tous strictement inférieurs à Boba. Ok. C'est pas la com Lorcana, ça c'est sûr. La com Lorcana sur Bucky, elle était un peu légère. Non, en vrai, elle était. En fait, la com qu'ils ont faite était à peu près ok. Mais c'est à la fois le timing que je trouvais pas bon et le mode de bannissement, entre guillemets. Oh là, attendez, faut pas que je dise de bêtises parce que là, il y a, il y a un petit coup qui est dans les parages. Elle est très bien la com de Lorcana. Exceptionnelle. Ça serait pas mal que le texte défile comme l'intro des films Star Wars. Je l'ai. Le bas était aussi le contre à Sabine, du coup elle va péter, ouais. Mais encore une fois, je pense que Sabine, il y aura. Il n'y a pas tant que ça dans la nouvelle édition, que je sache, hein, j'ai pas vu toutes les communes les uns. Enfin, j'ai pas analysé. Il n'y aura pas beaucoup de choses pour upgrade Sabine. Et moi, pour avoir joué Sabine, 2 gros tournois récemment, c'est loin d'être intuable, quoi. C'est fort, mais tu peux aussi avoir des sorties midrange qui sont. Moi, je me suis fait battre notamment par un Han Solo qui avait les mêmes couleurs que moi, donc rouge, blanc et vert, et où je me suis dit, oh, j'aime beaucoup son deck parce qu'en plus, il peut se permettre de jouer des cartes un peu plus fatigues, vu qu'on paye moins cher. Et, euh, et Sabine en tant que telle, en tant que 2-5 pour 4, alors c'est vrai qu'elle arrive vite, mais son pouvoir, il est un peu à double tranchant. Des fois, tu te mets des points et ça te profite pas à toi. Il peut servir éventuellement pour gratter à la fin de la partie. Et bon, c'est une 2-5 quoi. C'est pas. Bah, alors, évidemment, elle sort un tour plus tôt, mais. Et même avec un sabre dessus, bah du coup, c'est un peu risqué si tu te la fais engager ou quoi. Enfin bref, il y a des. J'aime beaucoup Sabine, et je sais que c'est fort.
mais je ne pense pas que ce soit aussi fort que Boba, même dans un format où il n'y a pas Boba. Voilà, c'est ce que je veux dire. On verra. On verra. Il reste des cartes de Boba intéressantes, ça reste un perso très précieux. Ah oui, mais quasiment tout le deck. Tu te changes le leader, tu gardes le deck, t'as un bon deck. Hein. Peut-être qu'il faudra ajuster certaines choses, mais en vrai... la 3-5 qui coûte 3, qui reste une bonne carte, même si un peu moins forte depuis le changement de règle sur leader. Oui. Boba Fett unité est ultra fort avec la capacité de Django, il va revenir en force. Ouais. Il y a des trucs cool dans Yu-Gi-Oh! Les mangas par exemple. Souvent à Yu-Gi, les errata c'est sur des cartes bannies qu'ils veulent faire revenir, ils modifient l'effet, ou sur des cartes pour ajouter une petite info, genre cette carte est aussi traitée comme un robot par exemple. Ouais, ouais non mais c'est ça complexifie le truc franchement. Pour moi c'est oui ou non une carte. Bon, en tout cas c'est intéressant de voir qu'on peut discuter d'un jeu comme Star Wars. Enfin moi c'est ce que je voulais faire justement dans cette émission. Blablacar, magnifique, qui va pas tarder à toucher à sa fin. Je ferai pas forcément des émissions de 2 heures maintenant, mais voilà, là je voulais vous parler un petit peu du week-end et de ce qui se passait avec Boba. Enfin, j'avais vu passer ça et je voulais le lire avec vous. Je trouve qu'ils en ont fait un petit peu des caisses. Ouais, ça aurait mérité d'être un peu plus concis, franchement. Mais, encore une fois, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Ils ont bien expliqué les choses. Ils ont admis qu'ils avaient fait des erreurs. C'est pas évident, ça. Et je pense que overall c'est de la moins pire des décisions qu'ils aient pris, qu'ils aient eu à prendre. Je veux dire, enfin, bref, le fait d'avoir erraté, ça aurait été bizarre. Le fait d'avoir banni des cartes. En plus, c'est toujours un peu. Il peut y avoir des dommages collatéraux quand tu bannis des cartes. Alors, je parle d'un jeu où il y a des leaders. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un jeu où il n'y a pas de leader, bah, tu bannis une carte et juste le dommage collatéral, c'est j'ai banni une carte pour ce deck-là. Et du coup, il y a ce deck-là qui faisait chier personne et qui avait besoin de cette carte-là qui est mort. Et ça, c'est le pire truc. C'est un des pires trucs. Là, c'est vrai que quand c'est un leader, on va dire, je pense que c'est le moins pire à bannir. Parce qu'en plus, le leader, ça coûte rien, en termes d'argent, je veux dire. Donc, c'est pas une carte à 80 balles qu'ils ont banni, quoi. Ça fait vraiment mal. Mais bon, ils y auront peut-être. Hein. Il y aura peut-être des fois où il n'y aura pas le choix. Mais là, c'est vrai que le fait de ne pas avoir à passer par là, c'est quand même plutôt plaisant. C'est déjà la fin. Oui, effectivement, ouais, j'ai du boulot. Et je voulais revenir comme ça. Et en fait, me permettre de faire des émissions comme ça qui peuvent être un peu plus courtes, qui sont peut-être même plus digestes sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, à lâcher un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vais aller me remettre dans mes cartes Magic notamment. Parce que demain, je vois un pote avec qui je vous dis, on fait du Magic. Je vous en parlerai très bientôt, c'est promis. J'essaie de faire en sorte d'avoir un format qui soit accessible pour Magic et qui soit pas très cher. Donc j'essaie de faire ça. Et je vais sûrement le tester d'ailleurs du coup le 14 décembre, hein, si vous êtes dans le coin, à BNF, donc dans un coin de Paris à Play-In. Et bien, s'il reste des places, je ne sais pas trop si c'est le cas, sur la soirée qu'on va faire à Play-In, donc avec Max. Moi, je pense que j'aurai mes Magic. Et peut-être, alors c'est quand? C'est le 14 décembre. Ah, c'est dans un mois. Il y a peut-être des chances où je me pointerai avec un prototype, bon, qui peut-être aura une gueule un peu bizarre, de mon jeu de foot pour avoir vos avis là-dessus. En tout cas, ça avance. Ça avance. Et voilà. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis très probablement à demain soir. Ciao, ciao.